Bon retour, Richard et Michael. Bienvenue à vous aussi. Merci. And Happy New Year to both of you. Et bonne année à vous deux, ainsi qu'à notre public. Richard, je vais commencer avec vous. Vous êtes allé récemment en France avant le Nouvel An. Alors, en ce qui concerne la France et les problèmes auxquels elle fait face, selon vous, quelle est la principale difficulté là-bas? What is the main issue in France, in your opinion? Je pense que le principal problème en France réside dans tout l'appareil de prise de décision. Je vais en France depuis longtemps. Je parle français. Mon père est né en France, donc j'y ai des liens qui découlent de tout cela. Je n'ai jamais, de toute ma vie, entendu un tel niveau d'aliénation parmi un groupe aléatoire de personnes que je connais et avec qui j'ai parlé pendant que j'étais là-bas à l'égard du gouvernement Macron. Ce n'est pas une exagération de dire qu'une énorme partie de la population française, en particulier à Paris et autour de Paris, qui joue dans la société et la culture française un rôle presque sans équivalent ailleurs, se sent déconnecté. Et si vous n'avez pas Paris, vous avez déjà un problème. Et M. Macron n'a pas du tout Paris. Il y a une vive impatience de le voir disparaître de la scène. Les gens se moquent de lui quand il passe à la télévision dans un bar. Ils se moquent de lui dans la rue. C'est quelque chose d'assez frappant à observer. Et les gens font des comparaisons. Celle que j'ai trouvée la plus remarquable vient d'une courte conversation que ma femme a eue avec quelqu'un. Nous étions dans un café et la personne a demandé à ma femme si elle soutenait M. Trump. Ma femme a ri et a répondu « Oh non, bien au contraire ». Et le citoyen français a répliqué avec une sorte de ton compatissant. « Eh bien, dans notre pays, nous détestons M. Macron, mais le monde entier déteste votre président. C'est la différence. » Voilà, cela donne une idée du sentiment général. Alors, quelles en sont les raisons? Eh bien, elles vont de la surface, le superficiel, jusqu'à ce qui est profond et historique. Par exemple, M. Macron ne cesse de saper, de réduire et d'attaquer le système de protection sociale français. Et rappelons-le, c'est un système de protection sociale très développé. Quand on sort du lycée ou de l'université en France et qu'on prend son premier emploi, l'employeur est tenu d'accorder 5 semaines de congés payés par an dès le départ. Le système universitaire est pratiquement gratuit. Il faut payer la nourriture et le logement, mais il n'y a pas de frais d'inscription ni de droits de scolarité, ce genre de choses. Pas nécessaire. Si vous êtes blessé ou si vous tombez malade, vous êtes couvert par un programme d'assurance maladie publique, de la naissance à la mort. Vous ne pouvez pas faire faillite à cause de frais médicaux, comme c'est souvent le cas ici, aux États-Unis. La garde d'enfants est assurée, par exemple à Paris, comme un service public. Il y a bien un coût, mais il est très très faible. Un montant que la plupart des couples de la classe ouvrière, s'ils travaillent tous les deux, peuvent facilement se permettre. C'est ainsi qu'ils peuvent tous deux travailler, parce qu'ils disposent de ce système. Et d'ailleurs, tous ces services publics existent en France depuis de nombreuses décennies. Ce ne sont pas de nouveaux programmes. Ils fonctionnent bien, ils sont correctement financés, quoiqu'un peu moins qu'autrefois, et c'est un problème. M. Macron en est tenu pour responsable. Il a tenté à plusieurs reprises d'attaquer le système de retraite, jusqu'à présent avec peu de succès. Quelques réussites, mais rien de comparable à ce qu'il espérait, et ainsi de suite. Deuxièmement, il soutient l'Ukraine et participe donc, comme auparavant, à l'effort visant à utiliser l'argent saisi à la Russie, les avoirs en devises occidentales que la Russie avait conservés dans des banques et institutions financières en Belgique et dans d'autres parties de l'Union européenne. Les estimations à ce sujet sont très floues,
mais elles vont d'environ 2 à 300 milliards de dollars ou d'euros. Au cours des premières années, M. Macron semblait soutenir l'idée que la propriété privée est un principe inviolable du capitalisme et que, par conséquent, les Européens ne pouvaient pas et ne devaient pas s'emparer de l'argent russe. Il n'existe vraiment aucun précédent à cela. Et comme il ne s'agissait pas d'une guerre, pas comme la Première ou la Seconde Guerre mondiale, il ne lui semblait pas qu'on puisse le justifier. Lorsqu'ils n'ont pas réussi à l'emporter, ils ont essayé le programme de sanctions. Il est désormais généralement admis en France, par presque tout le monde, bien que pas par tous, que les sanctions économiques ont échoué. Ils n'ont pas empêché la Russie de mener la guerre, de la financer ou de l'intensifier selon ses besoins. Et rien n'indique que cela changera. C'est la réalité. Les journaux en sont pleins aussi. Une attaque de drone occasionnelle contre un pétrolier quelque part ne change rien à tout cela. Puis il y a eu un échec spectaculaire l'année dernière, lorsque les Européens, y compris Macron, ont décidé de jeter par la fenêtre l'inviolabilité de la propriété privée et de s'en prendre à l'argent russe. D'abord, ils ont pris les intérêts qu'ils ont, je crois, déjà dépensés pour l'Ukraine. Ensuite, ils ont élaboré une position, M. Macron avec M. Merz d'Allemagne. Et souvenez-vous, ce sont les deux économies dominantes en Europe. Les seules autres sont la Grande-Bretagne et l'Italie, et elles sont plus petites que la France et l'Allemagne. Ils ont donc décidé de prendre les 200 milliards entiers et de les donner à l'Ukraine pour obtenir au moins 1 ou 2 années supplémentaires de guerre contre la Russie. Je devrais mentionner, avant d'en venir au point principal, que la diabolisation de la Russie et de Poutine est aujourd'hui aussi intense qu'elle ne l'a jamais été. Et j'inclus la guerre froide après la Seconde Guerre mondiale. C'est encore plus intense aujourd'hui. Extraordinaire. Quoi qu'il en soit, un certain nombre de pays autres que la France et l'Allemagne, menés par la Belgique, la République tchèque et 1 ou 2 autres, ont publiquement refusé de se rallier à ce qui devrait être une décision unanime de l'Union européenne pour saisir les avoirs russes de cette manière. Et les Belges ont refusé d'autoriser l'émission d'un emprunt utilisant ces avoirs russes comme garantie. Je veux insister ici, pour que tout le monde comprenne, sur l'énorme portée historique, bien au-delà de l'Ukraine, bien au-delà de tout ce dont nous parlons, de la défaite de l'Europe, incapable de saisir les avoirs russes. La seule chose pire pour l'Europe que de tenter de le faire, c'était d'échouer dans cette tentative. Car cela l'a laissé avec tous les inconvénients de son effort et aucun avantage. Pas d'argent pour l'Ukraine, aucun prêt garanti par la richesse d'autrui. Permettez-moi donc de conclure en vous exposant certaines des conséquences de cette situation. D'abord, toutes les banques centrales du monde ont observé ce spectacle. Chacune d'elles sait que si elle garde son argent en Europe, ce que pratiquement toutes font, cet argent peut être utilisé comme une arme contre elles, de la manière dont les Européens, plus que quiconque, ont sérieusement tenté de le faire, et l'ont fait avec les intérêts générés par cet argent. Cela signifie que, lentement mais sûrement, les banques centrales du monde vont continuer à se diversifier hors de l'euro, hors du dollar, car ces monnaies ont jusqu'à présent été traitées comme des partenaires. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'autres devises, le yen japonais, le yuan chinois, deviennent peu à peu, bien que modestement encore, importantes dans la réflexion des banques centrales. Et bien sûr, il faut le rappeler, tout le monde devrait en être conscient. La valeur de l'or et de l'argent a connu une hausse spectaculaire au cours de l'année écoulée. Et c'est vers ces actifs que les banques centrales déplacent désormais leurs réserves.
C'est donc un coup à long terme porté à l'économie européenne et à sa position dans le monde. Comme si cela ne suffisait pas, les États-Unis se retirent clairement du financement de l'Ukraine. Cela impose à l'Europe une charge plus lourde pour tenter de maintenir la situation, maintenant qu'elle ne peut plus compter sur l'argent russe. Et à mesure que le soutien américain se réduit, voire disparaît, de plus en plus de pression retombe sur elle et sur ses budgets. Elle ne peut plus emprunter comme auparavant en raison de son déclin économique et se voit donc contrainte de réduire les dépenses de protection sociale, ce qui l'enfonce encore davantage. Et rappelons-le, il s'agit de gouvernements centristes ou de gouvernements de centre-droit. Ils sont donc particulièrement vulnérables face aux partis de gauche et aux mouvements ouvriers, car l'organisation qui soutient les services publics est bien plus forte en Europe qu'aux États-Unis. Il faut garder cela à l'esprit. Vous êtes en train de provoquer un conflit politique catastrophique à travers l'Europe, dans lequel les forces qui refusent que la classe ouvrière soit privée afin que l'argent puisse être utilisé en Ukraine, cela ne fonctionnera pas. Vous allez assister à une fracture. L'une des raisons pour lesquelles on observe un tel niveau d'hystérie à propos de la Russie, vous savez, les Américains issus de la guerre froide pourraient se dire « Oh, eh bien, c'est comme si la guerre froide continuait. » Non, c'est plus intense que ça. La guerre froide est terminée, mais l'hostilité, pourquoi? Parce que c'est la seule carte que les Européens peuvent jouer. Ils retirent au peuple les prestations sociales dont il dépend. Ma famille française compte sur l'enseignement supérieur gratuit, sur les soins médicaux gratuits. C'est une idée complètement différente, que cela puisse être supprimé ou réduit, qui les pousse à rejoindre les mouvements des Gilets jaunes et à descendre dans la rue. Donc je pense que ce que nous verrons en 2026, c'est un affrontement intense de la lutte politique entre un appareil gouvernemental conservateur en déclin et en échec. Malheureusement, j'y inclus Starmer, Merz, Macron, tous en somme. Peut-être à l'exception du dirigeant en Espagne, mais il y a très peu de départs dans les grands pays européens. Ils vont s'accrocher désespérément à leur pouvoir politique, et leur principal moyen d'y parvenir consiste à se protéger contre la soi-disant menace russe. Ils doivent agir comme si la Russie était sur le point d'envahir toute l'Europe, de subordonner tout le monde, et que seul le gouvernement en place peut l'en empêcher. Par en bas, il y aura des revendications pour que les services publics soient respectés et maintenus. Et ils ne recevront aucune aide des États-Unis, car les États-Unis ont un programme complètement différent. Ils veulent ce qu'ils appellent la stabilité en Europe. Trump est impatient de conclure une sorte d'accord avec Poutine pour tout arranger. Mais M. Poutine ne va pas permettre que cela devienne l'exploit de M. Trump s'il continue à soutenir activement l'hystérie anti-russe en Europe. Ils n'ont donc nulle part où se tourner. Partout en France, j'ai ressenti un véritable sentiment de tristesse. L'idée que ce qui fait l'importance de la France, la grandeur, comme ils disent, est attaqué d'une manière inédite. Ils ont le sentiment de subir un déclin très tragique et ils sont profondément déchirés. Le plus grand bloc de l'Assemblée nationale est celui de la gauche, dirigé par Jean-Luc Mélenchon, ancien militant politique communiste. Sous sa direction, il a unifié la gauche. Ils se tiennent ensemble. Ils présentent une liste unique de candidats. C'est pourquoi ils forment le plus grand bloc de l'Assemblée. Ils ont réussi à unir la gauche, ce que la plupart des mouvements de gauche dans d'autres régions d'Europe n'ont pas su faire. Ils pourraient donc finir par diriger l'effort visant à évincer M. Macron et à donner une nouvelle orientation majeure. Je devrais mentionner, en passant, que dans les rues de Paris, on remarquait un nombre significatif de véhicules BED.
voitures et camions. Ce sont des automobiles électriques chinoises et elles arrivent en France. Cela ne fait aucun doute. Quelle que soit la manière dont cela sera géré, les signes sont là. Vous n'en verrez pas aux États-Unis, mais vous en verrez dans les rues de Paris. Michael, je pense qu'un des points essentiels mentionnés par Richard est la manière dont l'Europe tentait de saisir les avoirs russes et de les donner à l'Ukraine pour acheter de nouvelles armes. Eh bien, je pense que Richard avait tout à fait raison. C'est en quelque sorte notre émission du Nouvel An, et nous sommes censés dire quelque chose sur la manière dont le monde va évoluer au cours de l'année à venir. Je pense que nous avons raison de nous concentrer sur l'Europe, car c'est là que se trouvent toutes les tensions. Partout où nous regardons dans le monde, on a l'impression que tout est prêt à craquer, à se briser. La question est, comment cela va-t-il se briser? Et la réponse, c'est que la conscience des peuples et la conscience de l'Europe, comme Richard vient de le souligner, sont façonnées par la guerre froide. Michael, tu m'entends? Depuis la présidence de Trump, nous pouvons désormais voir que la stratégie des États-Unis visant à restaurer leur ancienne domination sur le commerce mondial et le système financier repose entièrement sur le parapluie idéologique de la guerre froide. Et il y a eu un double coup porté par les États-Unis contre l'Europe et d'autres pays. Le premier coup a consisté à isoler l'Europe et d'autres alliés, le Japon, la Corée du Sud, du commerce avec les régions de l'économie mondiale connaissant la croissance la plus rapide, à savoir la Chine et l'Asie de l'Est. Comment faire cela? Eh bien, il s'agit de couper le commerce et les investissements avec les deux ennemis désignés de l'Amérique, la Russie et la Chine. Et cela se fait, comme Richard l'a souligné, à travers ce mythe selon lequel l'Europe aurait besoin de la protection américaine contre une prétendue tentative russe de reprendre le contrôle de l'Europe, de reconstruire l'Union soviétique et de l'étendre vers l'Est, en incluant bien sûr l'Allemagne et d'autres pays européens. Tout cela n'est qu'un mythe, mais c'était le mythe fondateur qui a permis aux États-Unis de dire « Eh bien, vous avez besoin de notre protection contre la Russie, et cela aura un coût. Et si vous voulez que nous vous protégions contre la Russie, et en fin de compte contre la Chine, considérée comme l'ennemi existentiel de tout le système économique que nous avons aux États-Unis et en Europe, alors vous devez couper vos échanges, malgré le fait que toute votre prospérité prévue avant 2022 reposait sur l'expansion du commerce et des investissements avec la Russie et la Chine. Importer des matières premières, du pétrole, du gaz et d'autres ressources de Russie, importer des produits manufacturés de Chine et développer l'industrie allemande et européenne dans ces pays également. D'une manière ou d'une autre, il faut trouver une voie équilibrée pour ne pas se tourner vers les États-Unis qui ne s'industrialisent pas, mais se désindustrialisent. Ainsi, au moment où Trump est entré en fonction, les États-Unis avaient convaincu ces pays de ne pas poursuivre leurs intérêts économiques naturels dans le commerce et l'investissement mutuel avec l'Asie, dans laquelle j'inclus la Russie, ce qui a permis à Trump de suivre ce qui est devenu une politique en deux temps. Il pouvait dire « Très bien, maintenant que vous avez mis tous vos œufs dans le panier américain, sans commerce avec l'Asie, vous n'avez plus qu'un seul grand marché d'exportation, les États-Unis. » Puis Trump a déclaré « Et maintenant je vais adopter mes tarifs du 2 avril, jour de la libération, et couper tout votre commerce avec les États-Unis. » Michael, can you hear me? Michael, tu m'entends? Oui, on dirait que ton micro n'est pas connecté. Tu utilises un « Donne-moi simplement la permission d'accéder à tes paramètres ». Oui. D'accord, je t'envoie. Tu arrives à y accéder pour l'instant? Oui.
Je l'ai cliqué. Just Accepte simplement là-bas. Je vais vérifier maintenant. I'm gonna check it. Je vois pas de 3 points. Je vois pas où je peux changer le... Right below the Juste en dessous de l'image, tu peux voir un peu ta photo, tu sais. Quand tu passes la souris dessus, tu verras les 3 points. picture, you see the 3 dots. Sur ma photo? En bas? Oui, en bas, sombre. Place ton curseur sur l'image, Michael. Yeah. Mon curseur est sur le... C'est l'image tout en bas, à côté de ta photo? Ouais. Quand je place mon curseur sur ma photo, les 3 points apparaissent. Eh bien, c'est peut-être parce que Nima a son truc là-haut. Je ne vois presque rien. Laisse-moi le mettre sur mon image ici. Non, rien ne s'est passé. As-tu pu entendre quelque chose de ce que j'ai dit? Just Le problème, c'est que ton micro a un souci. Sort of, problem is not. Dis-moi quel est le problème. We have some sort of On dirait qu'on noise capte coming une sorte de bruit. Du bruit? On bruit. in. Noise. Que? It seems that J'en ai aucune idée. Il n'y a aucun bruit ici. J'entends le bruit aussi. Je peux entendre Michael clairement, Fatima. Yeah. Je peux entendre clairement, mais le bruit passe par son micro. His mic. Je n'arrive pas à imaginer ce que c'est que ce bruit. Yeah. Oui, vas-y, Michael. Je ne sais pas comment changer le micro parce que je... Peux-tu simplement déconnecter ton micro et le reconnecter? Disconnect your mic and reconnect it again. D'accord. Si c'est le MIFI WAD. Je n'ai aucune idée du micro que j'utilise parce que c'est un système différent. Laisse-moi juste voir où c'est. D'accord, je vais le brancher là. Laisse-moi le brancher là. So, Il semble donc que tu n'utilises pas le micro que tu viens de déconnecter et de and reconnecter. you have just disconnected Tu utilises un autre micro So sur ton use système. another mic on your system. Eh bien, je sais que c'est parce que c'est mon ordinateur. D'accord, c'est le micro de l'ordinateur et j'en ai aucune idée. Nous n'avons pas fait de test de micro et je ne sais pas comment sélectionner le microphone ici. Et de step forward, bro, il s'est arrêté. Yeah. Oui, ça s'est arrêté. Je n'ai aucune idée pourquoi. Oui, d'accord. Go Vas-y, Michael. Je ne peux pas continuer parce qu'il y a une chose blanche sur mon écran. Demande de contrôle de l'hôte. Comment on enlève ça? Refuser. D'accord, Yeah. voilà. Non. You're okay. Refuser. D'accord, voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ce que je disais, c'est que le fait d'avoir coupé l'Europe et d'autres pays du commerce avec l'Asie, maintenant Trump dit, eh bien, vous avez mis tous vos œufs dans le panier du commerce américain, mais maintenant je vais le fermer, à moins que vous ne fassiez des concessions. Et les concessions sont les suivantes. Premièrement, vous devez accepter de nouvelles sanctions très strictes, des sanctions plus dures contre la Russie et la Chine, et d'ailleurs contre tout pays des BRICS qui les soutiendrait. En d'autres termes, cela représente 85% du marché mondial potentiel, de sorte que vous devenez totalement dépendant des États-Unis. Deuxièmement, nous allons augmenter les droits de douane que vous devrez payer. Troisièmement, vous allez devoir désindustrialiser votre économie, car maintenant que j'ai fermé le marché américain pour vous et que vous avez dû tripler ou quadrupler le prix de l'énergie en bloquant le pétrole et le gaz russe, vous devez désormais relocaliser vos principales industries aux États-Unis, mais pas en Chine, pas en Russie, pas en Asie centrale, et pas dans les pays des BRICS, uniquement aux États-Unis. Et si vous ne le faites pas, je maintiendrai des droits de douane si élevés que vos entreprises industrielles, en particulier celles d'Allemagne, qui ont dépendu des marchés d'exportation pour leur principale croissance, devront soudainement fermer leurs usines, licencier leur main-d'œuvre et se désindustrialiser passivement. Car si vous ne le faites pas, vous perdrez le parapluie américain qui vous protège contre l'Europe.
Richard a fait remarquer que la gauche en Europe, et particulièrement en France, est très forte. Et pourtant l'Union européenne est contrôlée par l'aile dure, pro-guerre froide, néoconservatrice, qui a nommé von der Leyen et Kallas, les farouches anti-russes, à la tête de la politique étrangère. Et von der Leyen, lorsqu'elle a cédé à toutes les exigences de Trump en matière de concessions, a déclaré que l'Europe devait délocaliser son industrie vers les États-Unis au détriment de son propre emploi. Von der Leyen a dit « Eh bien, nous l'avons fait à cause de la guerre froide. Au moins, nous avons maintenant la stabilité. » Et Trump, a-t-elle ajouté, garantit la stabilité. Nous avons enfin un dirigeant stable et nous savons désormais quelles seront les règles. Les règles vont nous obliger à nous désindustrialiser, mais c'est le prix à payer pour protéger l'Allemagne de la guerre froide. Car la prochaine fois, ils ne s'arrêteront pas à Berlin en avançant vers l'ouest. Ils prendront toute l'Allemagne. Et ses associés, les ministres des Finances de l'UMM et d'Allemagne, ainsi que d'autres responsables, ont dit que oui, il ne s'agissait pas seulement d'atteindre un commerce équilibré. Tout tournait autour de la guerre froide. La guerre froide est devenue l'idéologie qui affirme que l'Europe a besoin des États-Unis. Et bien sûr, Trump a alors déclaré « Très bien, maintenant je vous retire le tapis sous les pieds. Je ne vais pas payer pour votre guerre froide avec la Russie et l'Ukraine. » Le combat en Ukraine n'est pas vraiment un affrontement entre la Russie et l'Ukraine. C'est un affrontement entre la Russie et l'Ukraine, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et la direction de l'Union européenne, totalement monopolisée par la faction pro-guerre froide, prête à faire exactement ce que Richard a décrit, réduire les dépenses sociales. Nous vivons désormais dans une économie de guerre, car ce pourquoi nous nous battons, ce sont les valeurs européennes. Et les valeurs européennes que nous sommes censés défendre sont celles de l'Ukraine. Un contrôle militaire total des médias, un parti unique, l'interdiction de toute opposition politique au parti dominant. Nos valeurs sont celles de l'Ukraine. Nous avons besoin ici d'une kleptocratie militaire, exactement comme la leur. C'est le cauchemar que l'Europe accueille à bras ouverts. La véritable question ici, même si l'on considère que les intérêts économiques sont le principal moteur, est de savoir si ce cadre idéologique, selon lequel la guerre froide avec la Russie prime sur tout le reste, finira par s'imposer. Nous devons partager la haine de la Russie que nourrissent les Britanniques et les Allemands, et dans les pays baltes, cette même hostilité envers la Russie. Cela doit devenir le principe directeur de notre politique économique intérieure. Et oui, il y aura des sacrifices. Nous allons nous désindustrialiser. Nous perdrons les échanges industriels européens, principalement allemands, mais aussi français et italiens, que nous avions auparavant. Mais c'est le prix à payer. Nous devons, en somme, devenir une colonie économique des États-Unis. C'est ce débat idéologique et politique qui doit avoir lieu en Europe s'il doit y avoir une ouverture permettant au continent de suivre son propre intérêt économique, le même intérêt qui existait avant 2022. Si l'on veut disposer d'un marché d'exportation, on cherchera quelles économies connaissent la croissance la plus rapide. Le mythe consiste à croire que si les industries européennes, l'industrie sidérurgique, l'industrie automobile allemande, l'industrie des machines d'outils allemandes, ainsi que des industries similaires au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud, se déplacent vers les États-Unis, cela pourrait réussir à réindustrialiser les États-Unis. Eh bien, en réalité, non. Et cela nous amène au deuxième problème dont nous avons déjà parlé. Je crois que c'était il y a 2 émissions. Richard avait fait remarquer que, lorsqu'il était à l'université avec moi, en train de préparer son doctorat,
L'un des cours les plus populaires était l'économie du développement. Mais tout ce qu'on y enseignait était sans rapport avec la réalité. Tous partaient du principe que le développement se résumait au keynésianisme militaire, c'est-à-dire injecter plus d'argent dans l'économie pour qu'elle croisse. Il n'y avait aucune discussion sur la structure que l'économie devrait avoir, sur la forme que le système fiscal devrait prendre, ni sur la manière de suivre les mêmes politiques de croissance que celles qu'avaient adoptées la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne. Les tarifs protecteurs, les subventions à l'industrie et surtout, le maintien des services publics essentiels, des communications et des transports, des monopoles naturels, dans le domaine public, en socialisant les monopoles plutôt qu'en les laissant entre des mains privées pour qu'ils perçoivent des rentes de monopole. Rien de tout cela n'est abordé en termes économiques ordinaires. Il ne fallait pas remettre en question la structure du monopole, seulement chercher à agrandir les systèmes économiques existants, même si ces systèmes, dans les pays qualifiés de sous-développés, étaient sous-développés précisément parce qu'ils étaient des systèmes rentiers. C'étaient des kleptocraties clientes. C'étaient des systèmes qui ne se développaient pas du tout, et ces économies sous-développées étaient simplement agrandies, ce qui signifiait concentrer tout revenu supplémentaire qu'elles généraient au sommet de la pyramide économique. Tout cela doit être remis en question, et on pourrait s'attendre, avec le genre de contraction économique que nous observons actuellement en Europe, à ce que cela rouvre la possibilité d'un tel débat. La question est, le fera-t-on ? Les Allemands et les Britanniques ont essentiellement interdit toute discussion, par exemple, toute critique de la politique israélienne à l'égard des Palestiniens. Il n'est pas permis de se plaindre de ce qui se passe dans les zones palestiniennes sous l'expansion israélienne. Il n'est pas permis d'expliquer pourquoi la Russie se sent si menacée par l'expansion de l'OTAN, car la sécurité américaine est définie comme l'anéantissement de la sécurité russe ou de toute autre sécurité. La sécurité américaine n'est pas considérée comme assurée tant qu'aucun autre pays n'a la capacité de se protéger contre la pression politique, militaire et financière des États-Unis, comme la saisie de l'argent russe pour les forcer à suivre la politique américaine. Ainsi, le débat dans les médias publics n'aborde pas les sujets dont nous parlons dans cette émission depuis 6 mois, Nima. C'est là la question. Comment l'Europe peut-elle sortir de ce piège de vision en tunnel dans lequel elle s'est enfermée? Cet état d'esprit qui l'a empêché de résoudre le problème de savoir comment se détacher de la tentative de sauver une économie industrielle américaine qui elle-même ne peut être sauvée tant que le système économique américain n'est pas transformé, tout comme celui de l'Europe est en train de l'être. La manière dont les pays asiatiques, la Chine en particulier, ont modifié leurs systèmes économiques consiste, comme nous l'avons déjà dit, à réinventer la même roue que les industriels américains avaient mise au point au XIXe siècle pour construire leur propre industrie, à une époque où ce processus s'appelait évoluer vers la social-démocratie, ou pour le dire en un mot, le socialisme. Je veux m'appuyer sur tout ce que nous avons déjà discuté et poser la question. Pourquoi ou comment pourrions-nous expliquer les notions dont nous parlons en Europe? L'engagement idéologique, le sentiment anti-russe, les gouvernements conservateurs, tout cela d'un côté, et de l'autre, la stratégie des États-Unis qui cherche à conclure une sorte d'accord avec la Russie pour, entre guillemets, stabiliser. Je pense que du point de vue européen, ce que nous observons, et il faut le garder à l'esprit, c'est la conséquence ultime et ironique de centaines d'années de colonialisme.
Vers la fin de Le Capital, Marx fait remarquer que son prochain projet serait d'expliquer comment le capitalisme crée, pour la première fois, une véritable économie mondiale. Une économie dans laquelle toutes les différentes parties du monde participent et deviennent dépendantes les unes des autres. Et les gens ont tendance à passer cela sous silence et à y voir une forme d'appréciation du capitalisme, si l'on veut. Je veux soutenir qu'il s'agit d'une certaine manière de la mort, du moins du capitalisme occidental. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le montrer en revenant sur la façon dont les Russes ont réussi à empêcher l'Europe de saisir les avoirs russes pour prolonger cette guerre d'1 an ou 2, sans l'opposition intérieure à laquelle ils font face aujourd'hui. La raison pour laquelle les Russes ont pu éviter ce coup, et soyons clairs, si cela avait été fait, si cet argent avait été levé de cette manière et utilisé pour donner à Zelensky les fonds et les armes qu'il ne cesse de demander, cette guerre aurait duré encore un bon moment. Personne ne sait combien de temps ça durera, mais depuis déjà un certain temps, à un coût énorme pour l'Ukraine, pour la Russie, et ainsi de suite. Voici pourquoi. Les Russes ont fait 2 choses, l'une plus ancienne et l'autre très récente. La première a été de préciser que si l'Occident saisissait les avoirs russes en Occident, la Russie saisirait les avoirs occidentaux en Russie, lesquels, en raison du développement de l'économie mondiale, sont considérables. Il faut comprendre que Poutine l'a dit très clairement. Si vous prenez le capital, pas les intérêts, il les a laissés prendre. Il n'a pas réagi comme il aurait pu le faire. Mais si vous prenez le capital, alors je prendrai vos biens. La chose qu'il a faite le plus récemment, il y a seulement quelques semaines, a été de faire intervenir le gouvernement russe devant un tribunal pour annoncer que si des prêts étaient accordés à l'Ukraine, alors que tout le monde sait que l'Ukraine ne peut pas les rembourser, les prêteurs, quels qu'ils soient, exigeraient la garantie, c'est-à-dire les actifs russes. C'était l'idée derrière ce que faisait l'Europe. Poutine est allé au tribunal et a déclaré « C'est un acte de l'Union européenne. Et si vous faites cela, nous, les Russes, irons devant chaque tribunal, dans chaque juridiction, dans chaque pays, au Malawi, au Paraguay, au Canada, peu importe, et nous poursuivrons pour récupérer les biens qui nous ont été volés. Et vous savez, et nous savons, que nous gagnerons beaucoup de ces jugements, en partie parce qu'ils se dérouleront dans des pays qui sont nos alliés. Soudainement, si vous me permettez, la dialectique de la création d'une économie mondiale revient mordre les États-Unis et l'Europe occidentale, là où ça fait mal. L'économie mondiale, leur colonialisme, a commencé et fait ses premiers pas, mais elle a désormais développé sa propre logique de croissance, attirant de nombreuses grandes entreprises occidentales désireuses de tirer profit de ce qu'elles peuvent faire en Chine, en Inde, au Brésil et dans tous ces autres endroits. Et maintenant, comme Hegel l'a enseigné, on devient dépendant de ceux qu'on a rendus dépendants de soi. On devient dépendant de la relation de dépendance, pas seulement de l'autre. Souvenez-vous de Hegel, le maître et l'esclave. Le maître devient dépendant de sa relation à l'esclave, parce que l'esclave est celui qui fait tout et le maître ne le peut pas. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. L'Occident n'en est pas capable, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michael. Quelle que soit leur orientation idéologique, les Européens et les Américains ne vont pas résoudre ce problème. Je ne le vois pas. Normalement, je dirais qu'ils ont traversé de nombreuses crises. Je suis le premier à le reconnaître. Vous connaissez la vieille blague. Que disent les économistes marxistes avec une grande fierté? Avec une grande fierté, ils annoncent avoir prédit 10 des 4 dernières récessions. N'est-ce pas?
C'est une blague, mais comme toutes les bonnes blagues, elle contient une part de vérité. Pourtant, je ne vois pas d'issue. Je vois beaucoup d'entreprises européennes trouver leur coût énergétique si élevé qu'elles vont déménager aux États-Unis. Tu plaisantes. Déménager dans un pays aussi déstabilisé que celui-ci, un pays qui doit saisir la Cour suprême pour découvrir qu'il ne peut pas utiliser ses propres troupes contre son propre peuple dans ses propres villes. Mon Dieu, ils ne viendront pas. Ce serait insensé de le faire. Les États-Unis peuvent vouloir la stabilité, mais ils ne l'ont pas, et ils ne peuvent pas non plus l'offrir à qui que ce soit. Peux-tu imaginer la conversation entre des industriels allemands se plaignant de ce que les États-Unis leur ont fait, puis se disant entre eux, « Eh bien, c'est pas grave, nous pouvons déménager aux États-Unis. » Ils n'en ont pas envie, et ils ne voient pas cela comme une solution à leurs problèmes. Et ils ne vont pas dépenser des milliards, ni même des billions, pour entreprendre une telle démarche, alors que le risque est si énorme. Ce n'est pas ce qu'ils font. Voici l'ironie. Tout comme le capitalisme commence en Angleterre, permet l'Empire britannique, puis voit les Britanniques utilisant leur empire, incapables de sauver leur propre capitalisme. Même avec celui-ci, ils deviennent ainsi l'objet pathétique que nous observons aujourd'hui. Eh bien, l'Europe suit, et les États-Unis suivent. Et de la même manière, avec leur propre empire et son développement, à la fois le développement qu'ils contrôlaient, ces pays qui recevaient une aide étrangère, et encore plus ceux qu'ils ne pouvaient pas contrôler parce qu'ils ne leur en donnaient pas. Vous savez, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam, et ainsi de suite. Ce sont eux, les dirigeants des tendances dissidentes. Je pense que la dépression que j'ai ressentie au cours des 2 dernières semaines à Paris, qui reste pourtant l'une des plus belles villes du monde, ce sentiment dépressif dont les habitants eux-mêmes parlent, c'est, sans vouloir devenir mystique, en quelque sorte, la prise de conscience, même chez les dirigeants que nous critiquons, que les jours de l'Europe comme centre du monde sont révolus. Et ils ne le sont pas seulement pour l'Europe, ils le sont aussi pour les lieux où les Européens se sont installés. L'Amérique du Nord, l'Australie, ces régions doivent s'adapter à un nouveau monde. Ils ne veulent pas le faire, ils s'en inquiètent. Mais je ne vois pas en quoi une autre option que celle que je décris offrirait une voie différente. Et c'est là le point final. Au moment de la nouvelle année, alors que nous réagissons tous, ou du moins je suppose que nous le faisons tous, à une année tumultueuse de M. Trump, pour la 2e fois, lorsqu'il a montré bien plus de ses penchants sauvages et extrêmes que lors de la première, ou qu'il est désormais capable de les faire passer, on assiste à un théâtre politique, d'actions désespérées. Et c'est effrayant. Le Wall Street Journal lui a attribué un mauvais bulletin à la fin de sa première année, je crois, dans l'édition d'hier ou d'aujourd'hui. M. Murdoch s'inquiète que la situation lui échappe complètement. Et voici ma pensée ironique. C'est exactement ce que disaient les gens à Paris. Nous craignons que cela devienne incontrôlable. M. Macron est complètement dépassé. Il ne parvient pas à gérer la situation. Il ne la gère pas. Il parade, et les gens se moquent de lui, le considérant comme un clone sans importance. Et n'est-ce pas aussi vrai pour notre pays, pour beaucoup de gens qui commencent à voir M. Trump comme quelqu'un dont ils veulent s'éloigner? Regardez Marjorie Taylor Greene, regardez Elise Stefanik, regardez O'Neill, le type du Texas. Ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils voient les signes avant-coureurs. Ils regardent les sondages et les choses deviennent incontrôlables.
Oui. Eh bien, Richard, tu as laissé une sacrée faille quand tu dis que l'Europe devrait être folle pour délocaliser son industrie vers les États-Unis. Eh bien, les décideurs européens sont fous. Alors que devons-nous faire? Ce qui pourrait introduire une note de réalisme, c'est que, simplement parce que le gouvernement de von der Leyen et l'Union européenne ont promis de délocaliser, je crois, entre 200 et 400 milliards de dollars d'industrie de l'Europe vers les États-Unis, cela ne veut pas dire qu'ils peuvent obliger les entreprises à le faire. Comment peuvent-ils forcer les grands constructeurs automobiles, International Harvester, les verriers qui ne peuvent plus obtenir de gaz bon marché pour fabriquer du verre, les fabricants de machines, comment peuvent-ils convaincre ces entreprises de réellement délocaliser alors qu'elles sont confrontées aux mêmes problèmes que les entreprises japonaises et taïwanaises? Et les entreprises coréennes ont constaté que le Japon s'était engagé à transférer entre 550 et 750 milliards de dollars d'investissement vers les États-Unis afin d'employer de la main-d'œuvre américaine plutôt que la main-d'œuvre japonaise, qui ne cesse de diminuer, la population ne se reproduisant tout simplement plus. Les entreprises coréennes ont déclaré que le gouvernement avait promis 350 milliards de dollars pour leur relocalisation là-bas, mais qu'elles ne pouvaient absolument pas se le permettre, car elles ne parviennent pas à tirer de recettes d'exportation de leurs voitures et de leurs équipements électroniques vers l'Amérique à cause des droits de douane. Alors, comment allons-nous pouvoir forcer? Nous avons essayé de relocaliser cette grande entreprise d'informatique dans le sud des États-Unis, mais les gens de Trump ont arrêté nos travailleurs coréens, les ont expulsés et ont dit « employez des travailleurs américains ». Mais nous avons constaté que les travailleurs américains ne répondent pas aux normes nécessaires pour créer le type d'usine de haute technologie sophistiquée exigée pour fabriquer nos produits. Ainsi, les Coréens qui ont été expulsés ne veulent pas y retourner à cause du racisme américain et du sentiment anti-immigré que Trump a attisé, tout comme les pays européens attisent le sentiment anti-immigré contre les Ukrainiens, les musulmans et d'autres réfugiés. La question de Taïwan. Ils avaient promis de construire une immense filiale de fabrication de puces informatiques aux États-Unis, issue de leur principale entreprise de production d'ordinateurs. Mais ils ont déclaré « Nous rencontrons vraiment des problèmes. Nous ne trouvons pas assez de main-d'œuvre américaine capable de travailler sur des installations de haute technologie, car ils ne veulent pas de métiers manuels. » Voilà l'esprit de l'Amérique. Tout le monde veut gagner de l'argent grâce à la finance. Nous ne sommes plus un pays capitaliste industriel. Cette activité a déjà été délocalisée vers d'autres pays. Nous sommes désormais un pays capitaliste financier. Et la financiarisation de l'économie américaine est ce qui la rend si coûteuse. L'augmentation du crédit bancaire pour gonfler les prix de l'immobilier a relevé le niveau de revenus nécessaire pour que les travailleurs américains puissent être employés, et ces coûts du logement les excluent du marché. Les coûts médicaux, la lutte contre la médecine socialisée, contre ce que Bernie Sanders appelle « Medicare pour tous », c'est-à-dire la médecine socialisée, augmentent eux aussi les dépenses. L'Amérique est devenue une économie tellement monopolisée, financiarisée et coûteuse que les entreprises individuelles ne peuvent plus tenir les promesses faites par leurs dirigeants, des dirigeants pourtant très loyaux envers les États-Unis, ceux-là même qui les ont portés au pouvoir. Et lorsqu'on parle de Macron comme d'un dirigeant faible, le fait est qu'il n'y aura pas d'élection en France, en Allemagne ou en Angleterre avant 3 ou 4 ans. Cela laisse tout un interrègne de dirigeants tentant de gérer l'économie européenne pour l'aligner sur les exigences américaines. Et beaucoup de dégâts peuvent être causés,
surtout alors que Trump menace d'augmenter à nouveau les droits de douane pour punir l'Europe de ne pas relocaliser son industrie ici et d'employer de la main-d'œuvre américaine plutôt qu'européenne, dans ce qui semble être une vaine poursuite qui ne mènera nulle part. Ainsi, lorsque vous dites que le capitalisme est terminé, ce qui est terminé aux États-Unis et en Europe, c'est le capitalisme industriel. En Amérique, il a déjà évolué vers le capitalisme financier. Le succès de la Chine a consisté à traiter la banque et la finance comme un service public, tout comme la santé, l'éducation et d'autres besoins essentiels. Exactement ce que l'Amérique faisait à la fin du 19e et au début du 20e siècle pour devenir si compétitive. Réduire les coûts de production et réduire les coûts que les employeurs devaient verser aux travailleurs, car ces coûts étaient pris en charge par l'État en subventionnant le coût de la vie et des affaires. Cela ne se fait plus aujourd'hui. L'objectif financier est de maximiser le coût de la vie et celui des affaires. Car si l'on peut contraindre les travailleurs américains à s'endetter simplement pour atteindre l'équilibre, cela maximise les rendements bancaires sur la dette des cartes de crédit, la dette bancaire et toutes les autres formes d'endettement créées par une économie américaine accablée et surendettée. Ainsi, pour qu'un changement se produise, et pour que la stabilité et la croissance redonnent vie à l'économie du développement, il faudrait transformer l'économie, l'éloigner de la déformation qu'elle a subie en évoluant vers le capitalisme financier et le capitalisme monopolistique. Et tu sais, puisque c'est une nouvelle année, Nima, nous sommes aussi, je suis assis ici maintenant à New York, nous venons d'avoir l'inauguration, je crois à minuit, d'un maire socialiste qui va devoir faire face à tout ce dont nous avons parlé, alors que cela se déroule dans la première ville internationale d'Amérique, c'est-à-dire New York. Et il est très clair pour ceux d'entre nous qui ont suivi la campagne que le vote à New York, et ce n'est en aucun cas pour diminuer la campagne menée par M. Mamdani, qui était brillante et très bien menée. Il mérite les applaudissements de tous ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Mais il serait sûrement d'accord pour dire que le vote qu'il a obtenu était un vote contre le chaos total provoqué à New York par 150 ans d'un système capitaliste qui a choisi cet endroit pour en faire sa ville numéro 1, sa plus grande ville, son centre financier, son terrain de jeu pour les riches, et ainsi de suite. Elle est devenue invivable, inabordable, un désastre pour la majorité des habitants, peu importe à quel point il pouvait être agréable d'y vivre pour ceux qui avaient un revenu confortable. Vous venez de décrire Londres. Oui, et comme j'allais le dire, Michael a tout à fait raison. Nous suivons Londres. Qu'est-ce que l'Angleterre? C'est Londres, un centre financier vivant de ce qu'il reste des tentacules de l'Empire, des tribus provenant de tous les anciens investissements réalisés à l'époque impériale. Pendant ce temps, la masse de la population britannique, les chiffres sont stupéfiants, montre un niveau de vie qui s'effondre à tel point qu'ils ne se contentent pas d'évincer les conservateurs, mais que les travaillistes, conscients de la fragilité de leur position, reprennent en fait le programme conservateur, un peu moins durement, un peu moins rapidement. Mais ce n'est pas différent. Ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'en prendre à la richesse de Londres pour opérer la transformation nécessaire. Et je ne sais pas si M. Mamdani en est capable, ou s'il pourra le faire ici non plus. Mais il aura des difficultés s'il ne le fait pas, et il en aura aussi s'il le fait.
Et c'est bien là le dilemme d'une société aussi en difficulté que la nôtre. Rien ne le symbolise mieux que le fait qu'à partir d'aujourd'hui, des dizaines de millions d'Américains se retrouvent confrontés à une forte hausse de leurs primes d'assurance maladie sur les différents programmes encore disponibles. Et le Congrès, lui, n'y sera pas soumis. D'ailleurs, ni les démocrates ni les républicains n'ont su créer le mouvement qui aurait pu empêcher cela. Cela fait partie du problème. Les socialistes remportent la mairie, mais la gauche, quelle qu'en soit la nuance, centre-gauche ou autre, est incapable de protéger l'assurance maladie, déjà sous-financée, de devenir un fardeau encore plus lourd pour la personne moyenne. On va assister ici à des tensions et à des rancunes qui seront très très fortes au cours de cette nouvelle année. Je ne pense pas qu'il existe quelque chose comme le centre-gauche. Dès que tu dis centre, ce n'est plus la gauche. Le centre signifie que tu ne vas pas changer les choses. Cela veut dire ne change pas le système. Contente-toi de t'y conformer. On ne peut pas être à la fois au centre et à gauche. Ces deux notions sont antithétiques. Donc centre-gauche veut en réalité dire ignorer la gauche. En d'autres termes, il n'y a pas de gauche. Toi et moi, nous sommes la gauche. Merci beaucoup, Richard et Michael. Un grand plaisir, comme toujours. Merci Nima et bonne année. Bonne année. Au revoir.